Bonjour ma chère Corinne, je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième numéro de notre podcast La réglementation n'est pas liberticide. On a pris connaissance en fin d'année dernière, donc en décembre, juste avant Noël, comme un petit cadeau finalement, anticipé, des propositions de modification par la Commission européenne, modification du règlement. J'aimerais que tu nous donnes ton avis. J'aimerais bien avoir tes premières réactions. Quelles ont été tes premières réactions par rapport à ce texte ? Eh bien, écoute, je vais te les donner, Florent, mais d'abord, je voudrais te dire que je suis ravie de te retrouver en ce début d'année 2026 pour repartir sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, en lien, bien sûr, avec la réglementation. Alors, effectivement, notre mojo, là, c'est la réglementation n'est pas liberticide, et c'est vrai que, en tout cas, dans les intentions, les propositions de modification du règlement DM et du règlement DIV souhaitent apporter plus de souplesse. Alors, est-ce que ça va nous apporter de la liberté ? Ça, on verra. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui est marquant, c'est que c'est une modification importante, en profondeur sur certains points, parfois un peu déroutante, parce qu'on n'en attendait peut-être pas autant, et en quantité et en qualité. C'est une étape majeure depuis 2017. Même si ce sera la 7e modification du RDM, par exemple, c'est quand même une étape majeure. Ah, c'est la 7e déjà ? Ce sera la 7e, ouais. Ouais. Et elle fait, finalement, ces propositions viennent après une très grande mobilisation de toutes les parties prenantes, aussi bien les fabricants, les organismes notifiés, les régulateurs, la Commission européenne, mais aussi les politiques, les parlementaires. Ils ont été très présents et ils ont pu exprimer leurs attentes qui étaient grandes, diversifiées et parfois un peu audacieuses. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu retiens, toi ? Quels sont les points que tu as envie de porter à la connaissance de tous les réglementaires actuels là ? Alors, ce que j'aurais envie de partager, c'est que cette proposition de texte et de grands changements, elle fait beaucoup de bruit, on en entend beaucoup parler, mais il y en a 2 autres qui sont intervenus et ça avait toujours en décembre, donc on a eu un mois de décembre assez chargé. Et en fait, il y en a eu 2 autres. Il y en a une qui est passée pratiquement inaperçue, et puis il y en a une qui a été sans doute un peu plus examinée. Et je voudrais, avant de débattre avec toi des grandes modifications apportées qui pourraient être apportées au règlement DM et au règlement DIV, revenir sur ces éléments-là, parce que quand on est responsable des affaires réglementaires, on doit s'occuper des grands sujets, mais aussi des plus petits sujets ou des sujets qui font moins de bruit dans les médias ou sur les réseaux, qui sont moins politiquement attractifs, mais qui font le quotidien des gens qui doivent... en charge de la conformité. Oui, qui doivent appliquer absolument les textes. Donc, la première chose que je voudrais signaler, c'est que l'annexe 1, donc les EGSP, du règlement DM, donc là ça concerne uniquement le DM, a été modifié sur le chapitre 10.4 qui porte sur les substances et très spécifiquement, donc c'est une toute petite modification, c'est pour ça qu'elle est à bas bruit, mais elle porte sur les perturbateurs endocriniens et les phtalates qui pourraient faire partie des composants des dispositifs médicaux. Et c'est une il n'y a pas de changement majeur, mais c'est une mise en cohérence avec des textes réglementaires spécifiques. Et ça nous apporte aussi de nouvelles sources de guides. Donc, c'est encore d'autres textes à suivre si on parle de veille réglementaire. Et tu sais, Florent, que la veille réglementaire, c'est mon dada. C'est ton truc. Et notamment en lien avec les activités de l'ECHA, c'est-à-dire l'Agence européenne pour les produits chimiques. Alors là, c'est rentré en vigueur le 23 décembre. Et c'est applicable. Donc, si vous avez si vous étiez concerné par le GSP, donc l'exigence générale de sécurité et de performance 10.4, il faut jeter un coup d'œil à ça pour voir si ce que vous avez prévu dans le cadre de la démonstration de conformité est toujours OK. Donc ça, c'est le premier point. Tu as parlé d'un deuxième point ? Absolument. Le deuxième point, là, on parle d'un texte qui est un projet de règlement d'exécution lié au règlement DM et au règlement DIV. Alors, ce règlement, il vise à préciser l'application de ce qu'on appelle l'annexe 7. Alors, dans les 2 règlements RDM et RDIV, l'annexe 7, c'est l'annexe qui explique
comment doivent être organisés les organismes notifiés, comment ils doivent réaliser les procédures d'évaluation. Et c'est là qu'on trouve finalement tout ce qui fait le processus de certification. Et si vous regardez votre contrat de certification avec votre organisme notifié, vous retrouverez déclinés tous les sujets qu'on retrouve dans l'annexe 7. Et donc, ce règlement d'exécution, ce projet de règlement d'exécution, lui, il pourrait être adopté cette année, à l'été. C'est difficile de dire quand même là maintenant, mais en tout cas à l'été. Et il a en fonction des dispositions sur lesquelles je vais revenir brièvement dans une seconde, il y aura des applications à 3 mois, à 12 mois, à 18 mois, et même une exigence supplémentaire est prévue pour être obligatoire à partir simplement de janvier 2028. Mais quand même, c'est un règlement un règlement d'exécution, qui dans sa majeure partie serait applicable deuxième moitié de 2026 et début 2027. Donc c'est maintenant, quoi. Donc celui-là, c'est pareil, il pose pas mal de changements, et puis ce sont des changements que les fabricants attendaient et pour lesquels il y a eu beaucoup de discussions préalablement, mais oui, on est dans une temporalité plus proche de nous. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on ne va pas tout détailler, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on va trouver finalement comme disposition dans ce projet de règlement d'exécution? On va trouver des éléments qui intéressent particulièrement les fabricants, c'est-à-dire comment les organismes notifiés définissent les coûts de certification. Et ça, on sait que c'est important. Donc, il y a des dispositions qui sont, précisées, notamment pour... on veut plus de transparence encore. On sait que les coûts pour les organismes notifiés doivent être publiés sur leur site internet et on avait eu l'occasion de faire plusieurs présentations là-dessus chez Nexialist. Mais ça apporte encore plus de transparence et encore plus, on va dire, de possibilités d'adapter les coûts à la structure de l'entreprise. Le deuxième point particulier, c'est encadrer et harmoniser la durée des évaluations, puisque ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été critiqué, qu'en fonction des ON, on n'avait pas les mêmes durées d'évaluation, les mêmes modalités parfois d'évaluation, mais c'était vraiment hétérogène. Donc là, c'est amendé pour l'évaluation produit, l'évaluation de SMQ et la gestion des modifications. Parce que la gestion des modifications, c'est vraiment quelque chose qui est... Très ON dépendant. Très ON dépendant, effectivement. Dans la plupart des processus réglementaires, notamment, alors on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est vrai au Canada, on a ce qu'on appelle, ou même dans les médicaments en Europe, enfin dans le cadre de l'autorisation des médicaments, on a ce qu'on appelle des clock stops. Alors, des arrêts d'horloge, si on veut être un peu plus francophone. Et en fait, le clock stop, ça permet puisqu'on définit des durées d'évaluation, il faut aussi définir les moments où cette évaluation elle est mise sur pause parce que le fabricant a besoin de fournir des éléments. Et là, on ne va pas compter dans la durée de l'évaluation le moment où le fabricant doit transmettre des éléments complémentaires, par exemple. Donc, ça permet à la fois de responsabiliser l'ON et le fabricant sur sa partie du processus, et ça permet toujours pour le fabricant de garder de la visibilité sur combien il reste de jours, par exemple, une fois que le clock stop s'arrête et que l'évaluation reprend. Dans ce règlement, il est dit aussi que, et c'est ça qui est prévu pour janvier 2028, donc on laisse du temps aux ON pour se préparer, mais il faudra faire un rapport annuel public sur la gestion des durées et la gestion des coûts. Donc il faudrait que chaque ON fasse une sorte de rapport. À qui ? À l'autorité compétente ? Public, pour que ce soit rendu public. De la même manière que les tarifs sont publics aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, il y a 4 dispositions particulières sur la recertification. Donc, sur la façon dont on doit la mettre en œuvre, la lancer, en fait. On sait que aujourd'hui, pour recertifier un produit, il faut s'y prendre au moins 18 mois à 12 mois à l'avance pour préparer le dossier de recertification.
Et ça parle de la recertification du produit, donc de la partie évaluation produit, et également la recertification qui est liée à l'évaluation du système de management de la qualité. Et il y a un point aussi, alors c'est un peu annexe, mais bon, ça finalise quand même bien le projet de certification, c'est la façon dont la décision de recertification est prise. Et en fait, là, on voit qu'il y a énormément de changements quand même. Alors, je vais peut-être énormément, beaucoup de changements, je ne sais pas quel adjectif est le plus adapté, mais beaucoup de changements qui portent sur la recertification. Et on en reparlera tout à l'heure. En fait, la recertification, elle est supprimée dans l'idée aujourd'hui, la proposition, c'est de supprimer cette notion de recertification. Donc, j'aurai l'occasion de reparler de ce que je pense de tout ce qu'il y a à faire pour les ON dans le cadre de la recertification. Et donc, peut-être qu'on peut revenir sur certains éléments un peu plus précisément. Par exemple... tu es toujours sur le règlement d'exécution. Absolument, ouais. Je reste là-dessus parce qu'il est vraiment focus complètement spécifique à l'activité des ON. Et c'est vrai qu'on trouve par exemple, là, j'ai noté les délais qui seraient accordés, les délais maximums qui seraient accordés aux ON. Ce serait 30 jours pour l'examen de la demande et la signature du contrat. Bon, ça, les ON semblent assez d'accord avec... Team NB a fait publier son avis là-dessus. Et ils semblent assez d'accord sur le fait que ce soit possible. Alors, voilà, on espère que ce sera possible pour chaque dossier, évidemment. Pour les audits de système de management de la qualité, l'idée, c'est d'avoir réalisé finalement entre la première activité du programme d'audit et la dernière activité de ce programme d'audit, 120 jours, entre le moment où on lance l'audit et puis le moment où finalement il y a la décision. Les ON semblent assez d'accord sur le fait que c'est possible. Alors, on peut imaginer que s'il y a des sous-traitants à auditer en plus, il y aurait des jours, de la période additionnelle, mais ça semble OK. En revanche, dans la proposition qui a été publiée par la Commission européenne, pour la documentation technique, ce qui est proposé, c'est 90 jours. On parle de 90 jours calendaires. Hein. Ouais. Et là, les organismes notifiés, la proposition de Team NB, c'est qu'en fait, il faudrait 150 jours. Parce que 90 jours, aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce qui est constaté, même si on essaye d'apporter des modifications et d'apporter de la fluidité. Donc, eux proposent 4 mois, le Team NB, plutôt que même... Oui, 4 mois à peu près, c'est ça? Non, 5 mois presque, non, 5 mois 5 mois au lieu de 3 mois proposés par la Commission. Ouais. Et pour la prise de décision finale et l'émission des certificats, la proposition propose 15 jours et Team NB dit que 25 jours, ce serait plus cohérent avec les pratiques et plus réalisable. Après, on n'a pas d'infos, Corinne, sur si c'est pas 120 jours, si c'est 123 jours, qu'est-ce qui se passe, quoi? Eh ben, c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire que si on n'y arrive pas en 120 jours, on part à zéro, ou est-ce que ça veut dire que l'organisme notifié doit émettre un certificat d'approbation de la conformité? On ne sait pas, en fait, il n'y a pas d'éléments, ou alors il fait une remise commerciale aux fabricants. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais c'est vraiment une bonne question, Florent, parce que ce serait intéressant de savoir. Parce que s'il n'y a pas de conséquences, si on ne respecte pas le délai, on ne voit pas l'intérêt de mettre des timelines. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi, on ne va pas y revenir, mais il y a aussi des timelines qui sont données pour les dossiers de modification. Et ça, c'est très important pour l'harmonisation. Ce projet standardise les modalités d'interruption du travail de l'organisme notifié pour permettre aux fabricants de répondre aux non-conformités ou aux questions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un audit de système de management de la qualité et aussi dans le cadre de l'audit de la documentation technique, ce serait 3 fois. Donc, il pourrait y avoir 3 rounds, c'est les fameux rounds de questions. Et pour la recertification, ce serait 2 fois. Pour l'évaluation des modifications, ce serait 4 fois. Et là, on voit bien que si c'est 4 fois pour les modifications, ça veut dire que une modification, c'est vraiment un dossier spécifique hein, et une façon d'évaluer vraiment très spécifique pour les organismes notifiés. Donc, je ne vais pas détailler plus ces éléments-là, mais en tout cas, il y a ce qui est défini, c'est des dates d'application qui vont de 3 mois à 18 mois.
Team NB pense que 3 mois, de toute façon, ça, c'est pas... Et je suis assez d'accord sur le fait que 3 mois, c'est très, très rapide. 3 mois, c'est le temps d'un battement de paupières. Et donc, Team NB demande que, de toute façon, ce soit 6 mois au moins. Maintenant, sur le texte qu'on a lu, sur lequel on a pris connaissance en décembre. Là. Le grand chahut, tu veux dire Le grand chahut réglementaire. Le grand chahut réglementaire. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? Parce que moi, je retiens comme ça les audits inopinés qui ne seraient plus obligatoires, mais il faut absolument démontrer pourquoi on fait un audit inopiné, la fin des certificats, la fin de validité des certificats, l'audit tous les 2 ans, etc. Enfin, des points qui sont quand même très marquant, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que toi, tu retiens principalement ? Comment tu pourrais structurer un petit peu ta pensée là, sur ces propositions d'action, ces propositions de modification ? Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre ce que la commission... Parce que pour une fois, alors non, c'est pas gentil de dire ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que l'effort de pédagogie de la commission a vraiment été réel. Et dans le projet, la commission a vraiment fait des tableaux qui expliquent bien qu'est-ce qui a été... Où se portent les propositions de modification en lien avec les objectifs. Donc les objectifs, il y a 6 objectifs. Simplifier et réduire la charge administrative, renforcer la coordination et l'expertise, vraiment traiter ce sujet de l'innovation, faciliter l'accès au marché des dispositifs innovants et potentiellement aussi des dispositifs orphelins, des éléments sur la numérisation, des éléments sur pas énormément, mais quand même sur la coopération internationale, et puis les interactions avec d'autres législations au sein de l'Union européenne. Alors, on parle beaucoup des 2 règlements, mais cette proposition, elle vient aussi modifier pour... uniquement les dispositifs médicaux et les DMDIV, elle vient aussi modifier le règlement sur l'intelligence artificielle. Et donc là aussi, c'est assez bouleversifiant ce qui est proposé, parce que, j'aurai l'occasion de le dire, mais on a avancé depuis 2024 dans un certain sens, et là, en fait, il y a une sorte de rétropédalage et il va falloir se remettre dans une autre voie. Donc, pour simplifier, bien entendu, le processus réglementaire, mais il y a quand même cet effort à faire de reculer pour mieux sauter là où ce sera plus intéressant d'atterrir. Sur les procédures d'évaluation de la conformité, la simplification de la méthode d'échantillonnage des documentations techniques, avec probablement moins de documentation technique à examiner. Et en réalité, comme ça concerne les produits de classe 2A et 2B, il faut garder la proportionnalité, il faut garder cette approche basée sur les risques. Donc, je trouve que là, ça permet... Ça a du sens. Ouais, ça a du sens et ça permet une surveillance, un contrôle. Et il ne faut pas oublier que le contrôle de la documentation technique, il se fait à l'intérieur de l'évaluation du système de management de la qualité pour ces classes-là. Donc en fait, c'est juste un échantillonnage peut-être plus simple à comprendre aussi et plus facile à appliquer pour vérifier que les documentations techniques qui sont, on va dire, produites par les systèmes qualité, mais surtout les produits qui sont décrits dans ces documentations techniques sont conformément conçus, fabriqués et distribués en conformité avec le système de management de la qualité et la réglementation. Moi, je trouve que c'est suffisant. Et puis, alors, je ne sais pas si ça me plaît bien, mais il y a l'audit de surveillance qui pourrait être... tous les 2 ans au lieu d'être annuel s'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc ça, c'est intéressant et j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. C'est-à-dire que ça veut pas... Si on a 5 non-conformités majeures, on aura l'audit d'après aura lieu l'année d'après, en fait. Donc, c'est vrai que c'est une simplification, mais il y a une condition. Et dans cette condition, le fabricant est vraiment acteur. En tout cas, ça a du sens que l'audit de surveillance ne peut se faire potentiellement tous les 2 ans si on a effectivement montré qu'on était mature dans notre système majeur. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Par contre,
très honnêtement, moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment un des points qui m'a le plus choqué. Tout le reste, il y a pas mal d'éléments que je trouve assez sensés. Et très bien pour les fabricants, c'est la partie de l'audit inopiné qui n'aurait, sur lequel il faut maintenant apporter une justification pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que moi, s'il y a un audit que je trouve pertinent, c'est celui-ci. À la limite, il faudrait faire qu'un seul audit inopiné tous les 3 ans, peut-être. Mais, enfin, je caricature un peu, mais pour moi, je trouve dommage de ne pas garder cette possibilité-là. Alors là, pour l'audit inopiné, il y a 2 arguments qu'on peut mettre en avant, ou peut-être même 3. La première chose, c'est organiser contractuellement la réalisation des audits inopinés. Ça n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire qu'il faut des tas d'échanges d'informations entre les entreprises et les organismes notifiés pour être sûr que quand les organismes notifiés viennent de façon inopinée, il y ait vraiment quelqu'un dans l'entreprise. Et bon, ça met aussi un petit niveau de stress, c'est vrai, pour les entreprises. Et ça, c'est pas forcément simple. Enfin, je me souviens qu'au début, en 2017, les entreprises faisaient des audits inopinés à blanc qu'ils organisaient eux-mêmes pour voir si toute l'entreprise pouvait se mobiliser. Bon, voilà. Et même les organismes notifiés s'étaient entraînés à réagir face à des gens qui sont surpris de les voir arriver. Donc voilà, il y avait toute une préparation. Donc le côté logistique de l'audit inopiné n'est pas très simple. Néanmoins, quand il faut le faire, il faut le faire. Et puis la réglementation l'imposait. Mais l'audit inopiné, il vient alors très directement des constats et de l'émoi qu'il y avait eu lors de l'affaire PIP sur le fait que tout le monde était abasourdi. Alors les gens pas très bien informés, mais oui. Étaient abasourdis du fait que les audits des organismes notifiés étaient planifiés à l'avance. Et donc, ces audits inopinés ont été mis en place très très vite, même avant les règlements. Ça a été mis en place dans le cadre d'une recommandation et qui était liée aux directives. Et en fait, ça répondait à une attente, on va dire, sociétale et sécurité, des associations de patients, etc. Donc ça, c'est le premier argument. Là, ce qui est repris dans la proposition, c'est plutôt d'être en accord avec ce qu'ont prévu les 5 autorités réglementaires qui sont membres du MDSAP, donc États-Unis, Canada, Japon, Brésil et Australie. Et dans le MDSAP, en fait, il est demandé aux auditing organizations de pratiquer des audits inopinés s'il y a une raison de le faire. Et c'est exactement ça qu'on retrouve dans la proposition. Donc l'audit inopiné, il doit être motivé par un problème probablement de sécurité ou de non-conformité établi. Voilà. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y avait une sorte de simplification. Quelque chose de plus en phase avec la réalité en ce qui concerne l'évaluation clinique et donc, j'en parlais tout à l'heure, la suppression de cette notion de recertification. Mais on va plutôt avoir des examens périodiques qui vont être une façon de suivre finalement l'état de conformité des entreprises. Au niveau du RDM, il y a une modification assez importante qui concerne la classification des logiciels. Donc là, c'est pareil, on rétropédale et ça va peut-être faciliter la vie d'un grand nombre de fabricants de logiciels qui sont des dispositifs médicaux. Encore une fois, ce n'est pas applicable demain. Donc là, aujourd'hui, si on va voir un ON qu'on lui demande un devis, il va appliquer la classification existante. Il ne va pas pouvoir appliquer la classification qui est en projet. Il n'y a pas du tout de modification de la classification pour le règlement DIV. Là, ça n'a pas été jugé nécessaire. Et sur le renforcement de la coordination de l'expertise, de la même manière qu'on ne recertifie pas les fabricants, on ne va pas non plus redésigner complètement, périodiquement, les organismes notifiés. Donc ça, c'est assez cohérent. On peut noter Alors ça, chez Nexialist, on l'avait proposé lors de l'année dernière, quand la Commission européenne avait fait un recueil de commentaires sur la réglementation. Là, il y avait un questionnaire, donc on avait répondu. Et nous, on avait dit que ce serait important d'avoir un système de médiation quand il y a un différend
qu'on ne peut pas résoudre, même avec le dialogue structuré, entre l'organisme notifié et le fabricant. Donc là, il y a des dispositions qui sont assez intéressantes là-dessus. Et puis, il y a un renforcement du rôle des groupes d'experts qui sont gérés par l'EMA. Sur la partie PRRC, le fait qu'on n'a plus ces exigences de qualification, t'en penses quoi ? Aujourd'hui, disons, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon analyse, le niveau de formation et d'expérience dans le domaine s'est largement renforcé par rapport à ce qu'on avait peut-être quand on a commencé à parler du règlement à partir de 2012, là, voilà. Et donc, le fait qu'il y ait toujours une PRRC, l'article 15 est maintenu, donc je pense que ce sera moins un problème que ça aurait pu l'être il y a, mettons, 15 ans, quoi, voilà. Et puis, bien sûr, et ça c'est quelque chose qui a déjà été travaillé, mais qui rentre dans le dur, qui va rentrer dans les règlements eux-mêmes et qui sera plus uniquement sur des guides pour les dispositifs innovants, tu en parlais tout à l'heure, les dispositifs orphelins, et un truc qui a été mis en place dans le cadre du règlement IA, mais qui est intéressant, qui s'appelle les bacs à sable réglementaires, c'est-à-dire avoir la possibilité de développer, on va dire, dans un espace circonscrit, continuer à développer un dispositif médical, et ça permet justement de répondre aux besoins qui concernent les technologies émergentes. Sur la partie clinique, le fait qu'ils assouplissent aussi les exigences. Aujourd'hui, moi, je trouve que, il me semble, à la lecture de ce qui est proposé, que ça correspond à une vraie forme de réalité, le fait de limiter aux classes les plus critiques, etc. Enfin, un certain nombre d'éléments, ça correspond à une réalité et ça n'entache pas l'examen de la conformité. Y a pas de... On ne lâche rien sur la sécurité et la performance si on fait ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'évaluation clinique, hein. Ça veut dire qu'il faut le faire différemment. Très bien. Et le dernier point, parce que tu sais qu'il me tient bien à cœur, c'est qu'il y a un article qui a été ajouté sur la coopération internationale, donc ce qu'on peut appeler la reliance, en fait, comment on peut se servir de ce qui existe déjà, et la participation à l'IMDRF et au MDSAP, c'est quelque chose qui est maintenant établi dans le cadre, enfin qui pourrait être à terme établi dans le cadre réglementaire. Donc si tu avais un bref résumé, qu'est-ce que tu retiens ? Quel message tu as envie d'apporter à nos auditeurs ? Alors, chers auditeurs, le texte présente, alors, il simplifie, mais il y a quand même il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a des exigences qui sont ajoutées, qui n'existaient pas. Donc, il faut savoir les identifier. Et même si elles sont ajoutées pour la bonne cause. Il y a des exigences qui sont retirées, donc ça c'est assez simple, et c'est assez simple à gérer, enfin en tout cas à comprendre. Et puis il y a des exigences qui sont toujours là, mais qui sont un petit peu modifiées. Et tiens, puisqu'on parle de ça, la Commission a mis en ligne, je pense que c'est la semaine dernière, des versions non officielles, mais vraiment hyper utiles, des textes qui font apparaître en clair les modifications au sein des textes du règlement et du règlement DIV. Donc on a vraiment quelque chose... Alors après, bien sûr, à terme, quand le texte sera approuvé, ça sera dans les versions qu'on appelle consolidées, qui seront sur Eurlex. Mais là, pour l'instant, la Commission a quand même mis des documents de travail qui sont hyper utiles pour bien avoir en tête qu'est-ce qui change et où ça change. Alors, tu me demandes ce que j'en pense. Alors, je cite pas tous les jours la Commission européenne, mais très récemment, donc dans un communiqué de presse du 15 janvier, Flora Giorgio, qui est responsable du bureau des DM à la Commission européenne, a clairement indiqué, je cite, que la proposition qui est faite, elle simplifie les choses pour les fabricants et les régulateurs, et en contribuant à accélérer la mise sur le marché des dispositifs nouveaux et innovants, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité des patients. Alors clairement, elle ne mentionne que les fabricants et les régulateurs. Donc clairement, la simplification, quand même, il ne faut pas oublier qu'elle va impliquer une phase préalable relativement lourde à gérer par les ON. Et ce sont eux qui vont devoir modifier
toutes les phases ou presque de leur processus de certification. Et j'espère que personne ne m'en voudra si j'utilise cette métaphore, mais un organisme notifié, c'est plutôt un paquebot. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas agiles sur certains points, mais c'est plutôt un paquebot parce qu'il intervient un organisme notifié intervient dans un processus réglementaire. Donc, les certificats émis ont une valeur réglementaire. Et donc, ce n'est pas impossible, mais ça n'est pas très facile de faire reculer un paquebot pour lui faire prendre une autre route. Et surtout, ça demande un certain temps. Sans compter que, comme on en parlait tout à l'heure, avec l'application du futur règlement d'exécution, qui est toujours en projet, mais sur l'annexe 7, les organismes notifiés vont devoir mettre en place des nouvelles dispositions sous, mettons, 18 mois, puis les modifier encore lors de la mise en application des règlements DM et DIV amendés, mettons dans 3 ans. Donc, il va y avoir un petit côté, on fait, on défait, on refait. Et j'évoquais tout à l'heure la recertification. Donc, la recertification, on va mouliner pour modifier la façon dont on recertifie. Et, mettons, dans 3 ans et demi, 4 ans, on va supprimer ce système-là. Il y a peut-être quelque chose là qu'il faudrait intégrer plus tôt, peut-être. Il va falloir que les ON soient très agiles. Il va falloir que les ON soient très agiles, mais je pense qu'ils peuvent être très agiles, mais c'est quand même un effort pour eux qui est important. Et ça va mobiliser beaucoup de ressources et d'énergie. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on peut se demander comment garantir que ça n'aura pas d'impact, puisqu'ils vont devoir se mobiliser sur leur performance d'évaluation. Et on leur demande un effort que moi, je qualifierais vraiment de colossal. Merci Corinne. Juste, et puis ce serait ma dernière question. J'imagine que tu n'as pas d'idée, mais quand même, puisque tu as une certaine expérience dans les modifications des textes, quelle est la probabilité que toutes ces propositions soient validées ? Voilà, c'est une question comme ça. Moi, je pense pas. Enfin, je pense qu'on va mettre la règle des 80-20. 80% sera certainement adopté et 20% sera certainement modifié. Et c'est vraiment important ce que tu dis là, Florent, parce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une action de pédagogie vis-à-vis des directions d'entreprise, des actionnaires, des personnes qui dans l'entreprise n'ont pas de fonction réglementaire particulière. Et c'est vraiment mon conseil aux responsables des affaires réglementaires, c'est de compléter auprès de tous ces autres acteurs de l'entreprise les messages qui sont diffusés par les médias, les réseaux sociaux ou les différentes parties prenantes, puisque les différentes parties prenantes, elles ont donné leur avis et elles sont ravies que les projets tiennent compte de leurs propositions, en indiquant donc quel est le calendrier de déploiement, c'est-à-dire que les propositions du RDM ou du RDIV qu'on a sous les yeux peuvent d'abord être relativement différentes des textes définitifs, donc c'est pas le moment de peut-être de crier victoire trop vite. Et en clair, par exemple, le changement de classification des logiciels, la fin des audits inopinés systématiques ou bien la simplification des méthodes d'échantillonnage de la documentation technique, c'est pour, si c'est maintenu, c'est pour dans 3 ou 4 ans, c'est pas pour demain. Donc il peut y avoir une grande frustration de la part des gens qui sont pas, enfin des acteurs réglementaires, c'est sûr, mais aussi des autres personnes de l'entreprise qui, elles, sont moins au fait finalement de la façon dont un règlement est publié, et comment il est construit et comment il est publié. Et notre conseil chez Nexialis, c'est qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il faut rester concentré sur l'obtention et le maintien des certificats règlements dans l'état actuel des textes, même si c'est frustrant, mais ouais. Il faut pas commencer à négocier en disant là finalement mon logiciel on va le mettre de classe 1 parce que l'ON pourra pas le faire. Et puis ce que tu dis là, c'est-à-dire que l'exécution ce sera pas avant 2028, donc dans tous les cas, peut-être même plus, dans tous les cas, la date d'application du 31 décembre 2027 pour les produits de classe 3 et 2B implantables va s'appliquer. Pour les legacy devices, ils vont être obligés. Il ne faut pas qu'ils attendent ceux-là. Il faut vraiment qu'ils passent leur... Absolument, oui. Ouais, okay. Et pareil pour les produits de classe 2A et 2B. Absolument. Avant le 31 décembre, toutes les périodes transitoires, aujourd'hui, elles ne sont pas modifiées. Elles ne sont pas modifiées. C'est important. Ouais. Okay. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit quand même que c'est possible de construire dès à présent on va dire les
les conditions qui permettront d'avoir une mise en œuvre de ces règlements simplifiés, entre guillemets, si on les appelle comme ça. Puisque si on garde à l'esprit que beaucoup des souplesses, entre guillemets aussi, qui sont prévues, sont directement liées à la qualité des dossiers d'évaluation clinique et également à la qualité des données de PMS et de leur analyse. Donc là, si on investit et qu'on continue d'investir sur ces deux sujets-là, on est sûr qu'on mettra toutes nos chances de notre côté pour avoir moins d'audits de surveillance et pour qu'on ait des certifications, enfin pas des surveillances périodiques, puisqu'il n'y aura plus de recertification qui vont bien se passer. Donc vraiment, c'est un investissement qui va rapporter à tous les coups. Et puis, si vous voyez dans les projets quelque chose qui n'est vraiment pas applicable à votre entreprise ou qui est incomplet ou qui ne vous convient pas du tout, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez donner votre avis sur le site de la commission avant le 18 mars. Votre avis d'entreprise qui est vraiment sur le terrain, pour la commission, c'est quelque chose de très, très précieux, que ce soit un petit élément ou un gros élément. Si vous apportez on va dire, des éléments de contexte à la commission, c'est vraiment très important. Merci beaucoup Corinne pour tous ces éléments, c'est très clair. Je rappelle à tous nos auditeurs que bien entendu vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Nexialist, vous allez retrouver nos podcasts et nos webinaires, et puis vous pouvez aussi bien entendu consulter notre site internet Nexialist pour aller à la découverte de tous les textes que nous publions, notamment dans notre blog. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.